Dans quelques jours, c'est Noël! Repas de famille, pull moche et jouets à gogo. Et Noël, c'était aussi vachement bien quand t'avais 8 ans et que c'était dans les années 90. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Aujourd'hui, je vais pas vous raconter l'histoire du Père Noël, ni est-ce que c'est à cause de Coca-Cola qu'il est rouge. Non, non. On va parler de quelque chose d'un peu plus récent, mais qui n'est pas moins intéressant. Pour ceux qui me regardent mais qui n'ont pas vraiment connu les années 90, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. À l'époque, on n'avait pas internet, ni de tablette, ni de téléphone portable, mais on avait des tonnes de jeux et de jouets qui font encore parler d'eux aujourd'hui parce qu'ils sont devenus mythiques. Petite séquence nostalgie avec mon top 10 des jeux des années 90. Je pense que chaque génération a sa poupée Barbie. La célèbre poupée mannequin a été créée en 1959 par Ruth Handler, dont la fille Barbara adorait jouer pendant des heures avec des poupées de papier. Elle décide donc de créer une poupée adulte en plastique avec une garde-robe faite de vêtements en tissu. Selon la créatrice, grâce à cette poupée, les petites filles pourraient être tout ce qu'elles veulent. J'adorais les poupées Barbie dans les années 90, j'en avais toute une collection et un énorme sac rempli de vêtements. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Barbie est perçue plutôt négativement. Discriminatoire, pas assez inclusive et tout ça. Mais honnêtement, quand je regarde les modèles des années 90, moi je trouve ça vraiment super parce que justement pour moi Barbie c'était un exemple, un modèle qui me disait tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, n'importe quel métier, que ce soit institutrice, pilote d'avion, docteur. Alors moi je dis vive les Barbie des années 90. Je sais que les Lego ont marqué l'enfance de pas mal d'entre nous, d'ailleurs j'en avais aussi, mais s'il y a quelque chose que j'aimais encore plus, c'était les Playmobil. Tout comme Barbie, les Playmobil ont été inventés bien avant les années 90. Il s'agit de jouets allemands créés en 1974 par Hans Beck et Horst Brandstätter. Il existe beaucoup de thématiques différentes pour tous les goûts, pompiers, western, Moyen-Âge, pirates du XVIIIe siècle, astronautes. C'est en 1989 qu'apparaît la collection pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur et avec laquelle j'ai joué pendant des heures interminables. C'est la collection Belle Époque. La maison était modulable et pour ceux qui pouvaient en acheter plusieurs, on pouvait faire des extensions assez impressionnantes. Moi, ce que j'aimais surtout chez Playmobil par rapport à Lego, c'était la beauté des pièces, surtout tout ce qui était décor. De quoi développer un goût prononcé pour les meubles et intérieurs anciens. Je pense d'ailleurs que c'est depuis ces jouets que j'ai eu envie d'avoir une baignoire à pied. Remarque, j'aimerais bien la maison Belle Époque Playmobil, mais en taille réelle, c'est possible? Ah, faut que j'appelle le Père Noël et que je lui demande, c'est ça? C'était quoi le numéro déjà? Ah oui, c'est le... 36, 65, 65, 65. Un autre monument du jouet pour filles vintage, le Polly Pocket. Alors Polly Pocket, c'est l'histoire d'un mec, Chris Wiggs, en 1983, qui a fabriqué une petite maison de petites poupées dans un poudrier pour sa fille. Et c'est parti pour les fameuses boîtes qui s'ouvrent sur divers univers avec leurs poupées de 1,2 cm qu'on pouvait asseoir ou clipser dans différents points des décors. C'était super parce qu'on pouvait les emmener partout et comme ça on avait toujours de quoi jouer si on s'ennuyait quelque part. Pas besoin de téléphone. Et là on est vraiment sur un jouet des années 90 parce que les premières boîtes Polly Pocket ont été commercialisées en Angleterre en 1989, fabriquées par Bluebird Toys. L'histoire a un petit peu mal fini parce que Bluebird s'est fait racheter par Mattel en 98 et les boîtes qu'on a connues avec leurs poupées miniatures ont disparu malheureusement, au profit de modèles plus grands. Aujourd'hui il y a pas mal de collectionneurs et certaines boîtes ont beaucoup de valeur. Et vous savez quoi? J'ai jamais perdu de poupée Polly. Alors si vous aussi vous en avez jamais perdu, et puis bon, même si c'est le cas, c'est pas grave, je vous en veux pas. Par contre, vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. Bon là, on arrive sur mon objet préféré de la décennie. Je joue toujours avec aujourd'hui.
c'est la PlayStation, console 32 bits de Sony commercialisée à partir de 1995 en Europe. Encore un beau produit des années 90, avec la vraie manette, pour les vrais, celle sans les joysticks, qui a été remplacée par la DualShock qu'on connaît tous en 1998. D'ailleurs, saviez-vous que les symboles de la manette de PlayStation n'ont pas été choisis par hasard? Teiyu Goto, designer de la manette, les explique. Le triangle représente la tête ou une direction, le carré une feuille de papier pour les menus et les documents, le rond et la croix sont respectivement les représentations japonaises de oui et de non. D'ailleurs, vous remarquez peut-être que dans les jeux occidentaux, on valide avec la croix, qui pourtant au Japon signifie non, et on annule avec le triangle. Dans les jeux japonais, par contre, on validera avec le rond et on annulera avec la croix. On en apprend tous les jours sur ma chaîne. La première PlayStation a vu sa myriade de jeux qui aujourd'hui sont devenus cultes. La preuve, on en enchaîne les remakes. Mes préférés, la première série des 5 Tomb Raider qui ont littéralement bercé mon enfance et mon adolescence, et ça dès la sortie du premier opus. J'avais d'ailleurs même envie de devenir archéologue à cause de Lara Croft, mais bon, disons que la façon de faire de Lara n'est pas vraiment représentative du métier. La trilogie Crash Bandicoot et Crash Team Racing, qu'est-ce que j'ai pu passer des heures dessus? Et j'en passe encore grâce au remake, parce que les originaux, faut dire qu'ils piquent un petit peu les yeux. La trilogie Spyro le Dragon, comme Crash, qu'est-ce que j'ai pu adorer ce petit dragon et je m'en lasse toujours pas. Je suis aussi super fan de Final Fantasy VIII et Rayman 2. D'ailleurs Rayman 2, je crois que c'est le jeu que j'ai le plus fini de tous les jeux que j'ai pu avoir de ma vie et je m'en lasse absolument pas. À chaque fois que j'en parle, j'ai de nouveau envie d'y jouer. Je pourrais encore en citer des tonnes d'autres parce que j'en ai passé des heures à jouer à la PlayStation. Mais tous ces jeux-là, ils ont vraiment une place particulière, c'est vraiment ceux que je préfère. Bien, maintenant passons à un truc moins électronique et un petit peu plus traditionnel. Dessinons la mode, c'était un jeu dit créatif avec un principe très simple. On tourne une roue où on pouvait choisir des têtes, des tops, des bas et des chaussures pour créer des silhouettes de mode. On passe une craie grasse noire dessus et voilà qu'on se retrouve avec un fabuleux croquis de mode de notre propre création qu'on pouvait colorier. Après, on pouvait les découper, les poser sur un socle de présentation. En ce qui me concerne, j'avais l'édition de 97, mais d'après mes recherches, ce jeu est bien plus ancien. Et merci Lina, j'ai retrouvé une publicité pour une édition de 1985. NB présente Dessinons la mode. Moi, quand je serai grande, je serai dessinatrice de mode. Pour créer la mode à votre idée, faites tourner la roue de la mode. On choisit un modèle, le haut, le bas et le tissu. Maintenant, on colorie. C'est joli, à moi de jouer. Dessinons la mode de NB, des centaines de modèles à créer. On passait des heures à créer des super tenues pratiques quand, comme moi, vous ne savez absolument pas dessiner. Bon, après, le rendu final, c'était quand même assez moche. Parce que la craie grasse, le problème, c'est que ça bave. Et encore pire quand on coloriait avec des crayons de couleur. Mais bon, c'est pas grave, on était contente et on avait 7 ans. Alors ce jeu, moi je l'ai jamais eu, mais ça m'a pas empêché d'y avoir joué très souvent puisque ma meilleure amie l'avait, donc du coup c'est pratique, j'ai pas eu besoin de le demander. Parce que je sais pas, ça aurait fait bizarre de jouer à ça avec ma grand-mère et ma grande-tante le soir du Nouvel An. Sorti une première fois en 1993 et réédité en 96, mon ami avait l'édition de 93 et je me rappelle parfaitement de la boîte. Le principe de ce jeu pour filles est très simple. Avec un téléphone en plastique rose et des cartes, on compose des numéros pour récupérer des indices et deviner qui était notre amoureux secret parmi 24 beaux gosses des années 90. Les mecs, on dirait qu'ils sortent tout droit de Beverly Hills ou de Melrose Place, sauf que dans la version française, ils leur ont collé des noms bien français, genre Denis, Rémi, Sylvain, Vincent, Bruno. Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Oh, on rigolait bien avec ce jeu, hein. Parfois, ça durait très longtemps, les après-midi entre filles, à jouer à ça, parce que quand on tombait sur un mec trop moche, on recommençait. Enfin voilà, c'était innocent et rigolo, aucune conséquence sur nos vies futures. Là par contre, on va parler de quelque chose qui a des conséquences. Le Tamagotchi,
créé par le japonais Bandai, est apparu dans nos contrées occidentales en 1997. C'est un animal de compagnie virtuel portable. Le nom Tamagotchi est une contraction entre Tamago, qui signifie œuf en japonais, et Watch, la montre. Il fallait s'en occuper, le laver, lui donner à manger, le soigner s'il est malade, tout ça pour qu'il grandisse et vive le plus longtemps possible. D'ailleurs, il y avait même une fonctionnalité où on pouvait l'engueuler s'il faisait une bêtise. C'était une innovation et même une avancée sociale à l'époque parce que le Tamagotchi permet d'avoir un animal de compagnie virtuel sans les contraintes imposées par un vrai. D'ailleurs, on s'y attachait beaucoup au Tamagotchi et quand il mourait, c'était vraiment horrible. Des fois, il suffisait de l'oublier pendant une demi-journée pour que malheureusement il ne meure et qu'il faille recommencer depuis le début. Moi j'en avais un et je me rappelle que j'ai réussi à le faire tenir un petit peu plus d'1 mois. J'aimais bien ce petit tas de pixels en noir et blanc. Bon, ouais, il a fini par mourir. Un grand indispensable de la cour de récré dans les années 90, les POG. Vous savez, ce jeu à collectionner emblématique où on faisait une pile, puis on lançait un kini en plastique dessus pour les retourner. Le concept est en fait bien plus vieux que ça et son histoire est assez surprenante. J'étais absolument pas au courant et j'ai appris ça en faisant mes recherches pour cette vidéo. À la base, le nom POG vient d'une boisson d'origine hawaïenne qui contenait des rondelles de carton dans son bouchon qui étaient déjà utilisées pour jouer. Mais bien avant ça, dans les années 30, on jouait et on collectionnait les Milk Caps. C'est la partie en carton qu'il y avait sur les bouteilles de lait en verre. Ah, moi j'adore, je les trouve trop classe. Donc voilà l'ancêtre du POG, bien avant la World POG Federation et sa fameuse mascotte Pogman qui ont envahi nos cours de récré. J'arrive pas du tout à me rappeler combien de temps ça a duré les POG, mais c'est un petit peu parti comme c'est venu, hein, du jour au lendemain. Alors, contrairement au téléphone secret, le Cluedo, j'ai vraiment insisté pour l'avoir. J'ai mis plusieurs années avant d'enfin en avoir un. J'ai même eu le super Cluedo avec les pièces en plus et tout. Et j'étais vraiment super contente, vous pouvez imaginer. Bien sûr, j'insistais pour y jouer aux soirées en famille parce que j'adorais ce jeu. Et j'étais également une grande fan de tout ce qui était roman policier, style Agatha Christie ou Mary Higgins Clark. Jeu de société type détective où il fallait deviner à partir d'indices qui avait commis le meurtre du docteur Lenoir. Emblématique des années 80-90, c'est un jeu qui date en fait des années 40. En effet, il a été créé à Birmingham en Angleterre en 1943 par Anthony Pratt et sa femme Elva sur le concept des Murder Parties, jeu grandeur nature organisé dans des manoirs anglais où le but était d'élucider un crime fictif. Le couple en imagine donc une version jeu de plateau dont la première édition sera commercialisée en 1949. Et là, les jeunes, ils vont se dire que nous, on s'amusait vraiment avec pas grand-chose. Mais c'est vrai. Par exemple, avec un Slinky. Et oui, comme le chien dans Toy Story, c'est pas pour rien. Le Slinky date également des années 40 et il a été inventé par l'ingénieur Richard T. James. Il était en métal à l'époque. Chez nous, dans les années 90, ça s'appelait Honda Mania et c'était plutôt en plastique, souvent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais sinon, le concept était exactement le même. On pouvait passer des heures à faire descendre des escaliers ou une pente. Ils existent toujours aujourd'hui. Comme quoi, les jeux traditionnels ont toujours du succès. N'empêche, hein, je fais une vidéo sur les années 90 et ça fait plusieurs fois que je parle des années 40. Comme quoi, tout est une éternelle boucle et nous vivons dans un remake. Est-ce que nous ne sommes pas en réalité bloqués dans un cercle infini? Un peu comme un Slinky sur un escalator? Je vous laisse sur cette question profondément philosophique et je vous dis à l'année prochaine pour plein de nouvelles vidéos.